La crise des opioïdes au Canada, on est rendu à 50 000 morts au pays. Si 2024 a été la première fois depuis le début de la crise des opioïdes où est-ce qu'il y a moins de morts, les facteurs qui guident la crise sont en train de s'aggraver. Je suis Pierre-Olivier Bussière, rédacteur en chef du Temps d'une bière. Maude DG, conférencière et innovatrice pour Maude DG. Très sympathique. Donc, c'est ça. Je vais vous expliquer un petit peu la genèse de cet épisode-là. Il y a beaucoup de choses qui sont passées pour qu'on en arrive ici. C'est pas vraiment un endroit naturel pour le temps d'une bière, considérant qu'on écrit sur la bière, puis souvent sur des histoires un peu anecdotiques, comme l'histoire de la prohibition, puis des trucs de même. Puis à un moment donné, j'ai fini par explorer l'histoire de d'autres drogues, l'histoire du fort, hein, la rébellion du whisky aux États-Unis. Puis à un moment donné, on a essayé quelque chose avec un de mes collaborateurs. On a parlé de la psilocybine, ça a été très bien reçu. Puis là, naturellement, ça m'a comme mené à la crise du fentanyl au Canada parce que c'est horrible. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Puis surtout, on semble pas trouver aucune solution. Puis c'est là que j'ai fait une entrevue avec un docteur de Montréal. Malheureusement, ça n'a jamais enregistré, fait que j'ai perdu l'épisode au complet. Oh Fait que non. là, je me suis dit, je vais en profiter. J'ai passé les 3 prochains mois à faire des entrevues au téléphone avec des médecins, des spécialistes un petit peu partout. Puis j'ai été capable de trouver un portrait un peu général de la crise au Canada. C'est, c'est à peu près 50 000 morts. On parle de 20 morts par jour. Ça, c'est en Incroyable. 2024. Puis ça a plus que triplé depuis 2016. C'était à peu près 3 morts par jour, puis ça continue. Et puis partout, il y a le même problème, c'est que le fentanyl est la drogue la plus violente et la plus puissante de l'histoire. Le fentanyl a quelque chose que les autres drogues n'ont pas. En très petite quantité, ça peut vous tuer. Une personne qui n'a jamais été exposée à du fentanyl, qui trouve, disons, qui est en contact, qui ingère 2 mg de fentanyl, peut mourir. Non. Là, quand je parle de fentanyl, je veux rappeler qu'est-ce que c'est. C'est un opioïde de synthèse. Fait que c'est fait en laboratoire avec des molécules chimiques un peu compliquées qu'on met ensemble. On peut assembler du fentanyl à partir de 3 ou 4 types de molécules qui sont des produits chimiques qui sont disponibles de façon légale. Et tu mets ça ensemble de façon assez simple et tu as une des drogues les plus Les plus, puissantes de les plus toute l'histoire, mortels. les plus mortelles aussi. Fait que c'est troublant parce que c'est difficile à intercepter. Ça n'a pas d'odeur. En petite quantité, ça peut faire des ravages épouvantables. Avec 1 kilo de fentanyl, tu peux tuer des dizaines de milliers de personnes. Une dose peut changer le cours de ta vie au grand complet. On disait ça, je le sais aussi à propos de la cocaïne, à propos de l'héroïne, mais on exagérait énormément. Puis aujourd'hui, depuis à peu près une quinzaine d'années, on se rend compte que le fentanyl est vraiment dans une catégorie complètement à part. Puis ça, justement, la crise des sans-abri, puis le lien avec la consommation problématique de drogue, on va en parler abondamment, puis on va faire Oui. bien attention. Mais moi, ce que je te suggère, c'est qu'on commence un peu à partir du départ. Comment... Explique-moi tes recherches, ta documentation te faite. Je suis curieuse d'avoir ton point de vue. Ce serait difficile de trouver un point de départ vraiment parce que depuis des milliers d'années, on utilise des plantes avec des propriétés hallucinogènes ou psychédéliques pour guérir du monde. Puis quand je dis guérir, c'est d'un côté pour servir de sédatif ou d'analgésisant, ou alors pour stopper des saignements. Par exemple, l'Achille millefeuille, qui est associé à Achille, euh, qui est une plante réputée capable de soigner les hémorragies les plus sévères. Puis ça, c'était à l'époque de la Grèce ancienne. Et puis, à travers le Moyen Âge, on a fini par apprendre, en Europe en tout cas, que dans l'Est, on utilisait pas mal d'opium pour soulager justement la La douleur. souffrance. Puis l'opium, la douleur physique, oui, oui, oui. Puis aussi des fois pour penser à d'autres choses, hein. C'est devenu très populaire en Grande-Bretagne au siècle de Sherlock Holmes, au siècle de Arthur Conan Doyle, où est-ce que ben, la société aisée pouvait bien de temps en temps se retrouver dans une espèce de centre à l'abri du regard public pour expérimenter avec des drogues. C'était jugé à la fois de bon goût et à la fois extrêmement dangereux parce qu'on s'inquiétait du tort causé à la morale. Mais l'opium, ben, c'est un opioïde. L'opioïde se lie à des récepteurs à opioïdes dans le cerveau qui disent grosso modo que oui, il y a encore de la douleur, mais c'est pas important. Puis l'opium se trouve à être, mettons, une des drogues qui a été le plus couramment utilisée Pour quand c'était disponible pour soulager de la douleur. Puis là, on commence à s'intéresser beaucoup à l'opium, à l'héroïne, à la cocaïne en fin du 19e siècle, en Europe comme aux États-Unis. Oui. La cocaïne, qui vient de la feuille de coca en Bolivie, a été utilisée
pour soulager de différents problèmes physiques, mais surtout pour faire des anesthésies. Puis un des, un des faux que ça n'a pas grand-chose avec ça a pas un grand rapport avec les opioïdes, mais c'est quand même important dans le contexte de l'histoire de la gestion de la souffrance. Sigmund Freud a été un des premiers à suggérer l'usage médicinal de la cocaïne. Fait qu'il a mis des gouttes de cocaïne dans les yeux de ses patients, puis dans les yeux de son propre père pour qu'il se fasse opérer contre le glaucome. Et là, évidemment, ben, à chaque fois qu'une nouvelle drogue est introduite sur le marché, au début, on se dit « Ah, ça va tout changer ». Après ça, on s'inquiète, il y a une panique morale, on réalise que ça crée des problèmes secondaires, puis après ça, on s'attaque aux problèmes secondaires. Donc, il y a eu un énorme engouement pour les drogues capables de soulager de la douleur, ou alors même pour les drogues capables de vous stimuler comme ça se peut pas. Il y a eu des centaines et des centaines de milliers de personnes aux États-Unis qui ont expérimenté avec des espèces de cocktails Molotov de différents stimulants, dont de la cocaïne, pour améliorer leur productivité ou pour avoir les idées claires. Puis en même temps, il y a un énorme engouement pour tout ce qui est gestion de la douleur. Ça a commencé surtout avec la guerre civile aux États-Unis. L'opium est devenu, l'opium sous forme de morphine Oui. est devenu très répandu. Puis on parle en fait du lendemain de la guerre civile américaine comme étant la première vraie épidémie des opioïdes. Mais là, il y a eu une réaction à ça. Il y a eu une vraie panique morale. Au début du 20e siècle, surtout aux États-Unis, on se dit, attention là, la cocaïne, c'est pas bon, l'héroïne, c'est pas bon, la marijuana, c'est pas bon. Et puis, ben, on avait raison. Il y avait une énorme crise de la dépendance. Et puis, au Canada, on a suivi, donc on a rendu tout ça illégal. Et en grande partie, une des raisons pour lesquelles on rendait ça illégal, c'était à cause des populations chinoises qui travaillaient dans l'Ouest, aux États-Unis comme au Canada, Oui. qui consommaient de l'opium. Puis ça, c'était jugé comme étant une menace à l'intégrité physique. On avait peur que les Canadiens et les Américains soient contaminés par ça. C'était une forme de xénophobie puis de racisme, surtout que c'était des communautés qui étaient très contenues, qui étaient très isolées. C'était des gens qui restaient vraiment entre eux. Mais tout ça a mené au fait que vers la fin des années 50, au Canada puis aux États-Unis, il y a comme en général un mouvement anti-prévention de la douleur. Les docteurs prescrivent peu de trucs pour remédier à la douleur. Or, il y a de plus en plus de personnes qui vivent longtemps, qui font des métiers dangereux, ou qui sont extrêmement stressés, ou qui ont une chirurgie qui finit mal. Fait que là, la douleur reste là. Puis à un moment donné, il y a des gens qui se disent « Ah, mais on devrait peut-être revisiter ça. » C'est devenu une opportunité économique. Puis il y a une compagnie qui a poussé cette logique-là jusqu'à l'extrême, qui s'appelle Purdue Pharma, qui a sorti une coupe de drogues et une coupe de médicaments, dont l'une s'appelait Oxycontin, qui a été vendue et marketée de façon très agressive. Et la compagnie a été jugée coupable d'avoir nié le côté dépendance de la drogue. Puis ça a créé une espèce de crise. Il y a eu 2 crises qui sont Parce parties que de ça. les gens en consommaient beaucoup Mhm. sans être au courant, être prévenus des conséquences de leur consommation. C'est un peu ça qui est arrivé. On s'est retrouvé avec des centaines de milliers de personnes en Amérique du Nord qui ont été surexposées à des opioïdes assez puissants qui causaient la dépendance, mais en se faisant dire qu'ils pouvaient en consommer beaucoup sans avoir de problème de dépendance. Puis c'est là que ça devient très consensueux parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Il y a 2 façons de voir ça, il y a 2 écoles de pensée. Il y a des gens qui voient ça de façon assez linéaire, qui se disent Purdue Pharma est responsable d'avoir causé la dépendance en surprescrivant des opioïdes à tout le monde puis en créant la dépendance. Il y a d'autres personnes, d'autres chercheurs qui ont regardé disons, la relation entre les gens qui font des surdoses puis les gens qui consomment des opioïdes de prescription, puis qui se sont dit, c'est le contraire. C'est quand les États-Unis puis le Canada ont retiré du marché l'Oxycontin que la toxicité dans les drogues qui sont disponibles dans les rues a augmenté. Puis ça mène directement à la crise du fentanyl, une drogue qui était à peu près peu existante, qui était très rare, qui était considérée comme étant un analgésique pour traiter des gens qui sont en soins de vie, en soins palliatifs. On voyait ça nulle part, le fentanyl. Puis dans les années 2000, ça commence à apparaître, mais rien n'indiquait que ça allait se généraliser pour devenir la crise d'aujourd'hui. Puis là, en 2012, le Canada, je ne me rappelle plus de la date pour les États-Unis, mais on retire tout ça du marché. Il y a des centaines, peut-être que j'exagère, il y a des dizaines de milliers de personnes facilement au Canada qui se retrouvaient avec
un opioïde de prescription surpuissant qui était habitué de prendre tout le temps, puis qui avait plus accès à prendre cette drogue-là. Fait que ça, c'est arrivé, puis ça a été un gros facteur au Canada. Alors, quand, de façon très rapide et très brutale, ces drogues-là ont été retirées du marché, les gens qui étaient habitués d'avoir, disons, leur dose de traitement quotidienne contre la douleur, ils se sont retrouvés avec juste une alternative, puis c'était ce qui était disponible dans la rue. Puis ce qui était disponible dans la rue, ça commençait à être le fentanyl. Le fentanyl, on n'en parle pas souvent, là, mais à la base, c'est une drogue qui a été créée par un Belge qui s'appelle Paul Johnson en 1960. Après ça, il y a le OK. carfentanyl. C'est un des tranquillisants pour les dinosaures qu'on utilise dans le film de Jurassic Park. En tout cas, c'est pas un vrai film, là, c'est un film de fiction. On l'utilise pas vraiment du Mais juste carfentanyl. pour Mais montrer c'est ça, c'est juste que pour montrer. l'image appropriée qui était utilisée pour le fentanyl, c'est avec des C'est dinosaures ça. puis des gros animaux. Fait que, tu Si sais, c'est bon pour un méchant gros animal qui n'existe plus imagine depuis sur un très humain. longtemps, imagine sur un Oh, humain. tu sais, c'est incroyable les dégâts, là. Pour te donner une idée de l'ordre de grandeur, le fentanyl, c'est 100 fois plus puissant que la morphine, 40 fois plus puissant que l'héroïne. Le carfentanyl, c'est 20 à 30 fois plus puissant que le fentanyl. Et là, aujourd'hui, ça, c'est malheureusement la direction vers laquelle on s'en va au Canada, aux États-Unis, dans les cartels, en Amérique du Sud. C'est qu'il y a des nouvelles familles d'opioïdes de synthèse qui sont 20, 30 à 40 fois plus destructives que le fentanyl lui-même, qui est déjà la référence dans des drogues extrêmement toxiques. Puis ça nous amène directement à ce qui touche au Canada puis à la façon dont ça se passe. La crise qu'on a actuelle. Oui, c'est une crise complexe, là. C'est pas juste une question de drogue, c'est une question de maladie mentale, c'est une question d'exclusion à cause de la criminalisation, mais c'est aussi une question d'absence de barrières à l'entrée. L'héroïne et la cocaïne au Québec, c'était les drogues les plus utilisées, les plus populaires, disons, les drogues illégales en tout cas. Pour vendre de la cocaïne puis de l'héroïne dans les rues, il te faut une méchante grosse infrastructure, puis c'est Oui. extrêmement cher. Fait que ce qui stoppait une hémorragie, une épidémie d'héroïne puis de cocaïne, c'était tout simplement le prix. Mais là, le fentanyl est arrivé, ça a tout détruit ce qu'on pensait comprendre des drogues, puis ça a complètement anéanti le pouvoir d'intervention de la police, qui sont plus habitués à détecter de la cocaïne puis de l'héroïne. Parce que le fentanyl, t'as pas besoin d'un gros champ pour faire pousser le truc, t'as pas besoin de te cacher, t'as pas besoin d'avoir des experts qui vont purifier le truc, puis après ça, qui vont le redistribuer. Il y a plein d'étapes que tu peux sauter. C'est Tu ça. peux... Fait qu'elle est plus facile à produire, ce qui fait qu'elle coûte moins Mhm. cher et plus facilement accessible. C'est ça le. C'est ça qui fait que c'est extrêmement dangereux. Puis, il y a une espèce de consensus chez les épidémiologistes qui suivent un peu la propagation des drogues. C'est super intéressant. Le premier facteur de contamination, le premier facteur épidémiologique des drogues, c'est l'absence de barrières puis la disponibilité. Il n'y a aucune drogue qui est plus disponible que le fentanyl en ce moment au Canada. Tu t'en vas dans le centre-ville d'Ottawa, où est-ce qu'on est, tu peux avoir du fentanyl assez facilement, puis ça coûte pas cher. C'est à peu près 5 pour une dose assez forte. Puis là, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Maintenant, on comprend que c'est plus juste le fentanyl qui est responsable des surdoses. En réalité, 80% des surdoses, c'est du fentanyl qui a été mélangé à d'autres choses. La plupart des surdoses, en fait, au Canada, sont aussi liées avec la consommation de d'autres D'autres. drogues, comme l'alcool. Puis prends l'exemple d'un jeune, Mhm. première fois là, qui va essayer un trip, qui va toucher à ça, comment que ça peut être fatal. Moi, je me souviens, là, quand j'étais au secondaire, comme tous mes amis dans mon quartier, on a tous fumé du pot, on a tous essayé d'autres choses. Puis je me souviens, c'était quoi mes motivations? Je voulais créer une nouvelle réalité. Mes amis le faisaient, donc c'était cool, ça valait la peine d'essayer. Je cherchais de l'excitation, je vivais en banlieue, il n'y avait pas Le grand-chose à faire. challenge. C'était le challenge aussi. Ben, je veux dire, il y avait quand même le hockey, là. Mais pareil, il y avait le challenge, il y avait un peu de pression sociale, puis il y avait aussi le goût de la découverte, hein? Que ça fait ça que tout le monde laissait. Toi, j'imagine que tu as essayé aussi, t'as Même pas. expérimenté. Non? T'es pur, pur, pur. Ben, tant mieux pour toi. Je suis content pour tous tes organes vitaux. Et pour ta peau aussi. Je suis sûr que c'est bon pour la peau de s'abstenir. Je pense que je me débrouille bien à ce Mais niveau.
Mais ce que je voulais dire, c'est pour revenir à ça, parce que c'est vraiment sérieux. Ben là, le danger, c'est que tu expérimentes n'importe quelle drogue que tu as trouvée dans les rues, puis ce que tu veux, mettons, c'est peut-être de l'héroïne, de la cocaïne. Il y a beaucoup de chances que ça soit mélangé avec du fentanyl, puis il y a Fentanyl. zéro contrôle de la qualité, là. Non, C'est pas non. comme si ton... T'achètes ton petit sachet, là, tu le sais pas, là. En Faut que tu général, fasses non. confiance à la personne qui te le vend, là. Puis c'est ça qui est en train C'est ça qui est d'arriver. c'est le danger. Ben, écoute, il y a des centaines de morts au Canada par mois d'adolescents de 15 à 17 ans qui ont juste essayé d'avoir du fun dans un party, qui ingèrent ça une fois, puis après ça, c'est fini. Il y a la ville de London en Ontario, puis la ville de Bellevue en Ontario. Je pense que c'est Belleville, pas Bellevue. Deux villes qui ont décrété un état d'urgence euh, à cause d'un nombre énorme de surdoses. C'est deux villes dans lesquelles il y a un bloc entier où est-ce que c'est des gens qui s'injectent à toutes sortes de drogues, dont des opioïdes de synthèse, à chaque jour. Puis j'ai regardé quelques documentaires, j'ai parlé à une experte qui suit le cas de London en Ontario. C'est un cas OK. vraiment particulier, puis ça mérite qu'on Pour en vrai. parle. Puis elle me dit, moi, ce que je vois, là, c'est que avant, les gens qui étaient accros de façon problématique, c'était des gens qui avaient déjà une histoire de dépendance après une chirurgie ou OK. après quelque chose de médical. Puis là, ça a shifté, ça a transitionné vers le récréatif. Puis là, après ça, c'est le Plaisir. groupe d'âge qui a changé. Puis c'est ça qui est le plus horrible puis qui est le plus triste, c'est qu'elle voit des enfants qui vont plus à l'école, qui quittent le domicile familial pour aller dans des espèces de villes de tente où est-ce que le fentanyl est pas cher et disponible. C'est inacceptable à l'échelle de la société. C'est inacceptable, puis ça empire. Puis la docteure à qui je parlais s'appelle Sharon Koivu. Elle, c'est une spécialiste du traitement de la dépendance. OK. Puis elle déplore beaucoup ce qui se passe à London. Parce que là-bas, ils ont un programme de réduction des méfaits qui consiste à donner des pilules d'hydromorphone, c'est comme de l'Oxycontin, mais sur les stéroïdes, OK. à des gens dans un programme de peu près 300 personnes. En principe, ça sonne bien parce que c'est mieux d'avoir une drogue contrôlée qui est pure, mettons, qu'un cocktail dans lequel tu ne sais pas qu'est-ce qui se trouve. Non, c'est ça. Le problème, c'est que le programme n'a pas été fait pour affronter le fentanyl. Il était fait pour stopper une épidémie d'infections en lien avec les injections, puis aussi euh, en lien contre l'hépatite B puis l'hépatite C. OK. Mais là, le programme a continué puis s'est élargi à traiter le fentanyl. Depuis ce temps-là, les cas de dépendance aux substances fortes, dont les opioïdes, ont bondi, ont augmenté. Fait que là, on a un problème. Tu as un programme de réduction des méfaits qui n'arrête pas du tout l'hémorragie. Puis après ça, tu vois que le fentanyl coûte moins cher à London qu'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que le programme, ça c'est monstrueux, le programme ne vérifie pas les cartes d'identité. C'est ce que Sharon m'a dit. Le programme ne demande pas de pièces d'identification. Fait qu'il donne bien des comprimés à une seule personne. Tu peux avoir jusqu'à 40 comprimés par jour. Une personne normale qui n'a pas d'exposition à des drogues fortes comme ça par jour ne peut pas en prendre plus que 10. Ce qui veut dire que tu as 30 pilules dont tu n'as pas besoin qu'on peut te donner par jour. Une bonne partie de ces pilules-là se retrouvent sur le marché noir. On le sait en partie parce que la police de Londres, dans 50% de leurs saisies, tu as des opioïdes de prescription. Le même hydromorphone qui vient de... le même truc qui vient directement d'un programme de réduction des méfaits. Ça s'appelle Safe Supply. Là, je devrais arrêter de dire réduction des méfaits. C'est pas exactement ça. C'est un concept, mais Safe Supply en français, ce serait approvisionnement sécuritaire. Puis moi, puis Sharon, on a fait ça live là, au téléphone. On a fait le calcul. Mettons que conservativement, je viens d'inventer le mot. Mettons que pour être bien conservateur, là, mettons qu'on veut penser que la plupart de ces comprimés-là restent dans les corps des personnes à qui c'est dédié. Mettons que juste le tiers est détourné vers le marché noir. Bien, le tiers, là, ce que ça représente par année, c'est à peu près 300 personnes fois 12 fois 365 jours pour la ville de Langdon. C'est 1,4 million de pilules par année sur le marché noir. C'est incroyable. C'est des pilules
qui sont prescrits. C'est du Dilaudid, ça c'est le nom de la pilule qui est C'est prescrite. C'est financé par le gouvernement. C'est un programme qui coûte cher. Puis ça pourrait marcher. Moi, je pense que ce programme-là, moi, je donne toujours le bénéfice du doute aux gens. Je me dis toujours, c'est loin d'être aussi grave que ce qu'on pense. Puis il y a toujours l'option d'être un petit peu créatif, puis Oui. de hijacker l'humain dans la bonne direction. Dans ce cas-ci, moi, je pense assez fortement que tu pourrais juste exiger une vérification d'identité et forcer les gens à prendre le comprimé sur place. Puis tu pourrais régler une grande partie du problème. C'est ça que au lieu de partir avec les comprimés puis ou n'en donner à une quantité X, si la personne elle a 20 ans puis est tout petite versus la personne qui en a 40 puis qui a 2 fois sa grosseur, là, tu sais, il pourrait Ouais. avoir un contrôle. Comme quand tu te fais prescrire quelque chose chez ton médecin, il va C'est ça. avoir une dose qui va être indiquée en fonction de ton poids, ton âge, ton sexe. C'est exactement ça qui me mérite le plus puis qui me scandalise, c'est que on dirait que juste parce que la compassion motive ça, qu'il ne devrait pas avoir de justification parce que ça serait tout d'un coup estimé comme allant trop loin. On dirait que on a peur de vraiment s'investir dans dans le rétablissement des gens en oubliant une chose. Puis ça, c'est vraiment un tabou là, dans la prévention. Un tabou majeur. On accepte le fait que les gens qui sont dans une situation de consommation excessive, là, de dépendance, ont moins de faculté à résister à la drogue, ils ont moins de libre arbitre parce qu'ils sont en survie. Ils ont besoin du prochain fixe, ne serait-ce que pour éliminer la souffrance du sevrage, withdrawal en anglais. Oui. Fait qu'on admet ça, mais en même temps, on n'admet pas que ces gens-là sont pas capables de sortir eux-mêmes volontairement du cycle de consommation excessive parce qu'à chaque fois, ça empire puis ils ont toujours besoin d'un nouveau fixe qui est plus haut. C'est ça. On n'admet pas qu'on peut exercer une pression au niveau de la société pour forcer les gens à avoir du traitement. C'est un tabou, personne n'en parle. On en parle un peu du bout des lèvres, mais c'est jugé comme allant contre la liberté d'expression, comme étant contre les libertés individuelles d'une personne. Mais ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire ça alors qu'on croit véritablement qu'une personne qui est tellement accro à des opioïdes de synthèse n'a déjà plus de libre arbitre. Puis souvent, ces gens-là, tu sais, on va voir des crimes se faire commettre dans la rue. Tu sais, il y a d'autres choses que ça va apporter. La violence. On n'a pas La parlé beaucoup violence. de la violence. On n'a pas Tu parlé... sais, on des n'a pas parlé de- grabuges à des édifices. Ouais. Tu sais, mais la personne, elle a, comme tu dis, elle n'a plus de libre arbitre, Ouais, que tout ça peut être structuré. ouais. Parce Mais en que même ça temps- apporte d'autres choses. Mais en même temps, je veux pas, dans notre discussion, qu'on donne l'impression que le Canada fait tout croche et qu'on est juste des bons à rien puis qu'on comprend pas la crise. C'est pas vrai. J'ai Non. parlé à une panoplie d'experts, Oui. puis je veux réitérer ce point-là. La docteure à qui j'ai parlé, qui connaît bien le cas de London, m'en parlait vraiment comme étant une série de cas isolés à travers le pays. C'est ça, être au courant de la crise qui se passe. Et puis elle, c'était une des principales défenseresses, une des principales avocates des programmes d'approvisionnement sécuritaire, OK. sous principe que l'argument est bon. Quand tu peux pas vérifier la toxicité de la drogue qui est dans la rue, puis que tu sais que les gens vont se shooter de toute façon, ben oui, par principe, aussi bien de s'assurer que ce qu'ils vont se mettre dans les veines est quelque chose qu'ils vont au moins être capables de tolérer et ne va pas mener à une surdose. Puis là, il y a eu une couple de répétitions. Au Canada, on a plusieurs sites d'injection supervisée, mais on a aussi, surtout en Ontario, des endroits où est-ce qu'on donne simplement les comprimés, puis les gens vont la consommer chez elles. Et dans le contexte de la pandémie, c'est vraiment le contexte de la pandémie qui a fait que ça s'est développé autant que ça en Ouais. Ontario. Puis là, j'ai parlé à ce docteur-là, mais j'ai aussi parlé à des gens au BC. Le BC, en passant, là, c'est l'épicentre, vraiment, de l'épidémie des opioïdes au Canada. Oui, c'est En ça, particulier, je la sais, ville oui. de Vancouver. Es-tu familière avec le petit quartier qui s'appelle Eastside? Oui. Dis-moi ce que tu connais de Eastside. Ben, moi, ce que je sais, c'est que, d'une part, tout ce qui est au niveau même criminalité, même au niveau... Ben, écoute, Vancouver, premièrement, c'est un des ports les plus actifs au pays.
pas mal toute la drogue qui vient de l'Asie passe par ce port-là, puis se retrouve à Vancouver. Après ça, ça va aux États-Unis. Mais le Canada est loin d'être la principale source de drogue aux États-Unis. Je dis ça dans le contexte de guerre de tarifs Oui. avec les États-Unis. Là, le fentanyl qui entre aux États-Unis, à partir du Canada, c'est genre 0,2%. On laisse ça de côté. Vancouver, le BC, c'est aussi une des provinces qui a le plus décriminalisé la possession de drogue. Donc, déjà là, c'est considéré comme étant un environnement plus permissif. Mais tu as d'autres choses aussi. Vancouver, c'est une ville qui est très chère. Oui. Fait que c'est facile, disons, de passer de tout d'un coup, je suis capable de, de survivre dans un loyer qui gruge toutes mes dépenses à oh shit, j'ai plus d'emploi, qu'est-ce que je fais? Fait que t'as pas mal de C'est pauvreté. ça, il y a pas la zone, il n'y a pas Il n'y a l'entre-deux. pas de zone C'est confort. soit ça va super bien ou soit c'est le chaos. Là, Ben, il tu sais, faut c'est sortir de Vancouver pour trouver la zone confort parce que c'est c'est ça. super cher. Fait qu'il y a comme un cocktail d'événements permissifs qui se sont accumulés à Vancouver qui a fait que c'était l'épicentre idéal. Mais aussi parce qu'à l'époque, ça il faut le dire, la Chine était responsable de la grande majorité du fentanyl et ou des précurseurs qu'il fallait pour créer du fentanyl maison. Puis ça, c'est un autre problème. Tu peux faire assez facilement, avec très peu d'équipement puis très peu de formation, des drogues qui ressemblent au profil général du fentanyl. Le fentanyl, c'est pas tant une drogue spécifique qu'une recette dans laquelle tu mets 4 à 5 précurseurs qui, ensemble, ont un effet très puissant sur tes récepteurs à opioïdes. Puis ça, je ne l'ai pas dit. C'est une digression importante. Il faut dire Oui. c'est quoi les effets des opioïdes sur la personne. Grosso modo, ça déprime le système respiratoire. Ça dit à ton cerveau de dire à tes poumons qu'il n'y a pas besoin de respirer. Fait que là, les gens qui ont une surdose, souvent, ils suffoquent. Une fois qu'il arrête de respirer, dans le Puis fond, les c'est comme gens qui s'il font se faisait étouffer. tous les témoignages de personnes qui ont vécu un événement comme ça disent je suis éveillé, je suis conscient, j'ai mal, je ne peux pas respirer. Ces gens-là, là, souvent, il y a toutes sortes d'équipes de gens héroïques, des gens que je salue, qui décident de dédier leur soirée, leur fin de semaine à chasser les gens en surdose dans des quartiers défavorisés, puis à leur donner du Naxolone. Oui. C'est le truc Oui. idéal. C'est une drogue miracle pour Oui. contrer les effets du fentanyl puis des opioïdes de synthèse. Il y a des gens qui font ça, je les salue. Mais, Ça les refait respirer. Fait que c'est ça. je reviens en arrière. Mais d'après moi, Ouais, vas-y. je vais faire une Oh, vas-y. parenthèse, c'est le seul moyen, quand une personne est en surdose, de la sauver, c'est d'avoir accès à ce médicament. Ouais. C'est ce médicament-là. Ce qui est bizarre, c'est que je pense qu'il y a plusieurs gouvernements provinciaux au Québec. Pardon, pas au Québec. Au Québec, on n'est vraiment pas si pire. Il y a plusieurs gouvernements provinciaux, mais je ne suis pas capable de me souvenir desquels, qui ont hésité longtemps à fournir du Naxolone. Puis ça, je pense que c'est un vieux réflexe conservateur qui dit, mais là, si on donne du Naxolone à tout le monde, ben les gens, ils vont se dire que c'est pas important s'ils font une surdose, fait qu'ils vont consommer leur consommation excessive. Fait que là, il y avait comme un mouvement contre le Naxolone. Aujourd'hui, la plupart des provinces ont un programme d'aide pour que les pharmacies puissent donner du Naxolone à des gens qui consomment. Ouais. Même qu'au BC, c'est très fréquent de voir des accros dans la rue qui ont une trousse de Naxolone. En Ontario aussi, je ne sais pas pour les autres Et- provinces. Fait que ça, c'est une Oui. bonne nouvelle, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises nouvelles là-dedans, dans le sens que les nouveaux opioïdes de synthèse, souvent, c'est des mélanges. Fait que tu vas trouver une nouvelle recette, disons, de Qui fentanyl va comme venir. qui va venir faire en sorte que le Naxolone n'est plus Il vraiment peut, il est utile. plus utile. À Edmonton, au BC, en Ontario, au Québec, on trouve de plus en plus de nouvelles recettes dans lesquelles tu vas avoir, mettons, 16% de fentanyl, puis 9 à 10% d'une variation nouvelle de benzodiazépine. Puis la combinaison des deux est terrible parce que les deux en grande dose sont assez difficiles à gérer, peuvent être fatales. Le fait que ce soit les deux combinés ensemble fait que les deux peuvent être encore plus fatales. Mais le benzodiazépine est résistant au Naxolone, alors que le fentanyl ne l'est pas. Fait que tu peux être en dépression respiratoire, puis avoir du benzodiazépine dans ton corps, puis être super... Voyons, j'essaie de traduire de l'anglais. Puis être un peu sous sédatif. Le benzodiazépine, c'est un tranquillisant. Ben, c'est que ça calme beaucoup.
Puis ça, c'est pas vraiment un bon combo avec le fentanyl qui OK. calme et déprime le système Ça respiratoire. Fait ensemble, que ça ça fait t'aide pas à combattre le fentanyl. Donc, le Naxolone qui serait bon pour le fentanyl, quand tu as géré les deux en même temps, fait qu'il est moins utile pour toi en général pour te sauver la vie. OK. Puis ça, c'est une des raisons fondamentales, puis ça, on n'en parle pas assez, pourquoi la crise des opioïdes ne va juste continuer au Canada puis aux États-Unis, c'est que on n'a plus affaire à du fentanyl, qui est une recette facile. On a déjà maintenant juste affaire à un cocktail de différentes substances chimiques de synthèse dont les effets combinés résistent facilement à tout type d'intervention. Puis plus ça avance, plus les manufacturiers sont brillants, plus sont capables, plus ils génèrent des trucs qui sont de plus en plus toxiques. On a eu la course aux armements durant la guerre froide. Là, aujourd'hui, on est dans une autre dimension, en tout cas du côté des drogues illégales. On est dans la course à la toxicité. Le Canada n'a pas de crise des opioïdes, il y a une crise de la toxicité. Oui. Le nombre total de gens qui sont accros aux substances dangereuses puis qui créent des problèmes de comportement, le nombre de ces accros-là n'augmente pas dans l'absolu d'année en année. Ça reste plus ou moins le même. Ce qui augmente dramatiquement, c'est C'est les la... morts par surdose. c'est ça. Fait que c'est la force Mhm. de la drogue en soi. C'est qu'elle s'améliore. Ouais, Pas qu'elle, sans le vouloir, là, c'est qu'elle devient de plus en plus forte. c'est Fait exactement qu'elle ça. affecte de plus, puis elle cause aussi plus de décès. Puis c'est des gens qui sont complètement innocents, qui veulent juste avoir soit oublier leur malheur, soit Ou juste s'amuser un soir. s'amuser un Ils vont soir. devenir vite addicts Hmm. ou il va arriver un décès. Hmm. C'est vraiment tragique, sérieusement. Puis c'est pour ça que moi, je voulais faire un épisode là-dessus, parce que je me disais, bon, le temps d'une bière, c'est relativement bien établi. C'est cool de parler d'anecdotes sur l'histoire de la bière. Mais à un moment donné, quand j'ai vu un reportage passer, je me suis dit, tabarouette, ça se passe chez nous. En fait, ma sensibilisation, moi, aux opioïdes, ça a été de travailler sur un show de TV qui n'est pas encore sorti, mais qui s'intéressait à ce que la police d'Ottawa faisait dans le centre-ville du marché Bail à Ottawa. Le marché Bail, c'est un peu l'épicentre de la crise des opioïdes Ouais. dans la ville d'Ottawa. Oui. Puis il y avait un des policiers qui nous avait dit, malheureusement, on n'avait pas pu le filmer, il nous avait dit quelque chose du genre, dans le centre-ville d'Ottawa, puis particulièrement dans le marché Bail, on fait 7 arrestations par jour juste pour la vente de drogue illégale. Puis il y avait le mot fentanyl tatoué partout dans le sous-texte de la conversation. Et puis, après ça, je me suis rendu compte, tabarouette, c'est chez moi. Moi, je passe par le centre-ville. Je passe à côté de là pour aller au travail. C'est vraiment dans ma cour. Puis, tout l'épisode, en fait, tout le show avec la police d'Ottawa tournait autour du fait qu'ils avaient ouvert un nouveau centre de contrôle au canal Rideau, précisément pour faire de meilleures inventions, de meilleures interventions, pas des inventions, des interventions dans le marché Bail. Puis tout le monde parlait des opioïdes, tout le monde parlait du fentanyl, le nombre de gens sans-abri dans le market buy, le nombre de sans-abri, le nombre de gens qui prennent Oui. des drogues dures dans la rue, qui s'injectent, ça avait doublé, triplé, quadruplé. Tu vas-tu souvent dans le market buy? T'as-tu observé la même chose? Ben, j'y vais moins, justement, à cause que c'est rendu plus épeurant d'y aller. Tu sais, moi, je me rappelle jeune, là, Sérieux? C'est la raison pour laquelle tu y vas plus? je me rappelle jeune, tu sais, c'était là qu'on sortait, c'était là qu'il y avait le divertissement, là. C'était le fun d'aller dans le marché bail, là, sortir. Maintenant, on entend tellement d'essais, de tueries, tu sais, des gangs de rue, tout ça, que Hmm. c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Toi, tu sors plus là. Ben, je sors plus tout court, Oui, OK, ça, c'est un autre sujet. Mais mais non, juste tu pour sais. être... Toi, t'as peur d'aller dans le market buy. Oui, ben c'est... Tu sais, je suis une femme, puis même entre filles, c'est beaucoup plus épeurant de sortir dans le marché bail, là, avec tout ce qu'on entend, là. Mhm. Parce que veux pas, la drogue apporte d'autres problèmes. Oui, la criminalité. La Puis criminalité, ça, c'était tu sais. un point que mon contact, le docteur Koivu de London, me disait, c'est que une des choses dont on ne parle pas avec le programme d'approvisionnement sécuritaire, c'est que comme on donne trop généreusement des drogues dont les gens n'ont pas besoin et qui dépassent leur seuil de tolérance, ben, le fentanyl pardon, pas le fentanyl, mais
le Dilaudid, qui est le Oui, nom de la drogue qui est effectivement donnée, de ce médicament-là. Je dis drogue, mais comme c'est légal, je devrais dire médicament. médicament. Bref, ça devient une monnaie d'échange. Puis il y a des gens qui sont vulnérables, qui sont pas riches, qui se font approcher par des réseaux criminels qui leur disent ben, tu vas me donner ça. Soit tu vas me le vendre à un prix ridicule, que moi je vais le vendre plus cher, ou tu vas me le donner parce que sinon je te cache les jambes. Puis moi je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui essaient de suivre cette histoire-là. Puis bref, ce contact-là me disait c'est inacceptable que les gouvernements bien pensants et les programmes qui sont vraiment sûrs de leur coût avec leur approche de compassion pensent pas aux conséquences secondaires de créer un marché qui alimente le marché noir en Le crime créant organisé, une monnaie d'échange qui facilite directement le travail du crime organisé. c'est ça. Parce que prends une personne vulnérable dans la rue, tu sais, pour l'avoir vécu, pas moi je n'ai que j'ai accepté, mais pour voir de mes propres yeux. Mhm. Quand t'es dans la rue, t'es en mode survie. Fait que si tu te fais approcher par Ouais, Pierre-Jean puis Jacques, là, ben garde, moi, je te l'achète ton surplus, puis je te donne tel montant, et elle va te dire une affaire, là, entre n'en garder plus pour moi, puis peut-être se faire même 10 piastres. Tu sais, quand c'est rendu, t'es en mode survie, un 10 piastres, ouais. ça vaut 1000 piastres Ben, pour des itinérants. c'est ce Fait qu'on que, tu disait sais, un petit peu plus tôt, hein, fait que on c'est... oublie l'extraordinaire intensité de la misère quand on a une vie relativement normale et qu'on n'est pas exposé à ça. Il y a beaucoup de gens dans La les... misère apporte Ouais, la criminalité, tu sais, apporte la criminalité, apporte même des gens qui tombent dans la misère, qui n'avaient jamais touché à la drogue, ouais, qui peuvent, parce que t'es dans la rue, ouais, tu sais, même qu'est-ce qui est rapport avec tout ce qui est au niveau la prostitution, puis tout ça, ouais, combien de jeunes filles ont tombé dans la prostitution parce qu'ils ouais, sortaient de la c'est un sujet complexe, ils peuvent sortir de la DPJ à 18 ans, ils se retrouvent à la Ah, rue, ben ben ouais. qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont faim, ils sont pas éduqués, ils sont pas rien, ils sont élevés par eux-mêmes, mais ils Quelles vont autres tomber. alternatives est-ce qu'ils voient dans leur vie? Ouais, je comprends. Mais c'est parce que t'es tellement dans une classe de société à part Hmm. qu'essaie d'embarquer dans la société. Essaye de te faire accepter par la société. Tu commences où quand tu rentres dans Tu la sais, souvent, je dis société? la phrase en conférence, c'est d'où ce qu'on vient, personne n'est d'accord. Mais quand on s'en sort, personne n'est d'accord. Personne n'est jamais d'accord. Il n'est jamais d'accord. Fait qu'imagine tu sais, moi, j'ai tout le temps été en affaires, puis j'ai eu une situation plus difficile, mais j'étais capable de remonter parce que, tu sais, j'avais un background, j'avais une force en moi. Mais imagine une personne qui a grandi dans un univers comme ça, puis qui essaie de s'en sortir, qui n'a pas le filet de sécurité autour. C'est... Ça me fait penser à un article de The Atlantic que je lisais. Le titre du numéro, c'était Le siècle de la solitude, le siècle antisocial. Puis c'est un grand dossier là, d'une dizaine de pages au moins qui disait que on vit une épidémie de solitude. Les hommes en particulier n'ont jamais été aussi seuls. Puis là, pour ça, je constate aussi que c'est l'atomisation de la société. Il y a une crise de solitude qui, selon moi, explique une bonne partie du pourquoi les de la gens crise. achètent autant de drogues super fortes sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'ils s'évadent au J'écoutais, prix de leur vie. c'est exactement ça. Puis il y a eu une couple de reportages là, que j'ai écoutés de CBC à Toronto, dans la ville de Belleville, à London, puis à Vancouver. Les gens qui se shootent au moins une fois par jour pour avoir leur trip, quand on leur pose la question, vous n'avez pas peur de mourir? Ils disent, non, tout ce que je pense, c'est d'oublier ma douleur. Mon seul réconfort, c'est d'oublier la douleur. C'est la Ils sont en mode seule chose qui survie. compte. C'est exactement ça. Puis là-dessus, il y a une statistique aussi que je trouve horrible, puis je pense qu'il faut que nos décideurs politiques s'intéressent plus à ça. Je rappelle que le BC, c'est là où est-ce que la crise est la plus grave au Canada. C'est l'état d'urgence sanitaire depuis, je pense, 2016, mais je ne suis pas sûr. 52% des surdoses ont lieu quand les gens sont seuls dans leur domicile chez eux. Ce sont des gens qui sont tout seuls qui meurent par overdose. Ce sont des gens qui la prennent tout seuls en sachant très bien qu'ils vont rester tout seuls, en sachant très bien qu'il y a un risque de surdose, en sachant très bien que le marché est hors de contrôle, et puis qu'ils la prennent pareil. C'est 52% en Colombie-Britannique. J'estime que, logiquement, c'est quand même très haut dans les autres provinces.
Mais là, ça nous crée un autre problème. Ça nous force à reconnaître que la solitude de ces gens-là est aussi un problème. Puis ça, je vois pas de solution nulle part pour ça. Je vois pas de gouvernement qui a annoncé un plan. On va réduire la solitude des gens. Au contraire, je vois des initiatives, surtout aux États-Unis, où est-ce qu'on se dit, OK, avant de faire un traitement, avant de nous mettre sur des traitements d'antagonistes aux opioïdes, on va leur donner un loyer. Hein? Souvent, l'approche de la compassion fait en sorte qu'on va dire, on va faire beaucoup de choses pour ces gens-là, mais la séquence des événements, des interventions est vraiment importante. Si tu donnes un toit, puis un foyer, puis de la nourriture à des gens qui sont en mode survie, puis qui sont désespérément en train de rechercher leur prochain fixe, il y a des chances très élevées que ces gens-là, à qui tu avais tout à fait une bonne raison de donner un Oui, toit et de la nourriture, vont consommer de façon isolée, dans leur pièce isolée, puis mourir. c'est ça. C'est un gros tabou. C'est le tabou. Souvent, moi, je vois ça comme le paradoxe de la générosité. C'est qu'on ne pense pas aux conséquences pratiques d'une décision qui vient de la C'est compassion. ça. Ben, Même si moi, je veux que ces gens-là, il y ait un toit, là. puis c'est drôle, hein, tu dis ça, puis souvent, je le vois que maintenant, je fais beaucoup de bénévolat pour l'itinérance par moi-même. Là. Je pars avec mon sac à dos, des bouteilles d'eau puis des Tout granolas. à ton honneur. Puis, pour moi, l'avoir vécu, quand tu es en mode survie, c'est pas un toit que tu as besoin. Je vais te le dire, ça a l'air étrange, hein? Une personne, moi, je l'ai vécu là, pour des gens, là, qu'à un moment donné, puis c'est drôle, cette semaine, je l'ai croisée, la fille à peu près le même âge que moi, mais elle était dans l'itinérance, au centre d'itinérance, puis c'est une personne là, qui consommait beaucoup, puis aujourd'hui, elle prend l'autobus, elle a une job, puis tu sais, elle remonte la pente. Je l'ai croisée, moi, je l'appelle le quartier général à Hall, où il y a beaucoup d'itinérants, et j'y ai dit, je passais à côté d'elle, je dis « Hey, sont bien belles tes bottes! » L'attention que je venais d'avoir pour elle, à partir de ce moment-là, Tu as fait sa journée, là. Tu as fait sa semaine. je pouvais y passer n'importe quel message. Tu penses-tu que c'est une question de validation? Oui, Genre que une des premières carences que tu as quand tu vis dans la rue, c'est pas tant l'absence de nourriture ou de chaleur que le fait que tu te sens comme rien. mais tu te sens abandonné par la société. Pourquoi les itinérants vont aller se faire le campement proche de l'autoroute? Pourquoi ils vont faire des grabuges, des graffitis sur les murs? Ils veulent se faire entendre, ils veulent avoir une voix, sont fâchés de quelque chose, mais c'est ça, il faut comprendre. Il faut prendre le temps d'aller s'asseoir avec eux, puis même si c'est des gens qui consomment, ils ont quelque chose à dire. Là, Puis c'est les meilleures personnes Ouais. pour essayer de comprendre, pour mieux améliorer. ouais. Puis qu'est-ce qu'ils te disent? Toi, quand tu étais dans ce milieu-là, puis que tu parlais à ces gens-là, euh, quels besoins est-ce qu'ils exprimaient qui n'étaient pas les besoins évidents et importants d'avoir un Mais toit et de la souvent, c'est que j'ai nourriture? rencontré plusieurs personnes. J'ai rencontré beaucoup de femmes victimes de violences conjugales. Il n'y avait pas de place en centre d'hébergement. Ils se retrouvent à la rue. Quand ils sont à la rue, ils sont vulnérables. « Ah, je vais l'essayer une fois, j'ai froid, j'ai faim, je vais essayer une fois une drogue. » Oups, ça commence. C'est un cercle vicieux. Après ça, ça peut être un homme, une dépression. Il n'y a pas de service. Il y a des manques de services aussi. Aussi légaux. Hey, je ne vais pas aller demander de l'aide. Ça peut être aussi un trop travaillé, avoir trop travaillé, parce que, tu sais, le coût de la vie fait qu'il arrive un burn-out. Trop travailler? Ben, trop Il y a des travailler, gens tu sais. que tu as rencontrés qui étaient dans la rue parce qu'ils ont eu un Ben, burn-out? j'en ai rencontré beaucoup d'hommes là, qui étaient sur le domaine de la construction. Ah, ouais. Puis ils font des burn-out, puis ils vont pas se faire traiter. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller une fois consommer dans la... Ils vont aller consommer, puis à un moment donné, ils consomment à cachette, puis là, ils viennent qui sont irresponsables Puis dans ils leur se ruinent. propre famille, ils sont plus capables d'aller travailler. Tu sais, fait qu'il y a l'effet « je travaille beaucoup », l'effet de « je vais aller me guérir à la rue, caché, je le dis pas à ma femme, va essayer ». Puis là, l'effet, ben je suis plus capable d'être responsable, d'occuper mes responsabilités parce que je consomme. Il faut que tout le temps je consomme plus. Fait que la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le mettre à la porte. Il se retrouve à la rue. Il va consommer 2 fois plus. Fait que C'est infernal. c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, là. Il n'y a pas personne demain matin qui s'est levé en se disant « Moi, je vais être itinérant ou je vais être une personne qui consomme, là. » Tu sais, moi, je vois un parallèle extrême qui me choque, en fait, entre ça puis les événements qui ont mené à la prohibition sur l'alcool aux États-Unis qui a duré 13 ans.
En 1838, on a une drôle de situation aux États-Unis. C'est le record international mondial et historique de consommation d'alcool par tête de pipe. Autrement dit, c'est aussi l'année de la violence conjugale, dans le sens que tu as une épidémie de maris qui reviennent bien chaud du saloon, qui s'en vont chez eux à la maison, qui battent leurs femmes, après avoir perdu leurs économies. Les femmes vont s'organiser politiquement dans des alliances chrétiennes pour se battre pour ça, pour obtenir des droits. Le droit de vote aux États-Unis pour les femmes est intimement lié à des mouvements politiques de femmes qui s'organisent pour arrêter de perdre leur mari aux mains de l'alcool et en particulier des saloons. Les saloons, c'est des trous noirs dans lesquels non seulement les gens peuvent aller s'endetter pour boire, mais les dettes qu'ils collectent, en plus de perdre toutes leurs économies, sont près de gens qui fréquentent précisément les saloons pour identifier ces gens-là puis savoir exactement comment les saouler. Il y a toute une industrie qui, en fait, s'attaque aux familles, puis le mouvement qui mène à la prohibition, c'est ça. Mais là, ça nous amène à un autre sujet. C'est quelque chose dont je voulais parler parce que j'ai lu beaucoup sur la guerre aux drogues et sur l'échec de la criminalisation des drogues. Et j'hésite vraiment à me prononcer là-dessus parce que d'un côté, je me dis, si on décriminalise les opioïdes de synthèse, la cocaïne, l'héroïne, ça va être accessible à tout le monde, on va avoir plus d'overdoses parce que le marché est régulé. Il y a un conservateur à moi qui se dit, on ne peut pas tout simplement libéraliser des choses qui sont foncièrement négatives, qui sont si dangereuses pour la société. Certainement pas des opioïdes de synthèse. Mais l'expérience de la prohibition américaine nous a appris une chose. Ça a duré 13 ans. Qu'est-ce que ça a fait à la société américaine? Ça a baissé la consommation d'alcool, ce qui est une très bonne chose. Ça a augmenté énormément la criminalité. Ça a coûté extrêmement cher. Ça a érodé les valeurs sociales. Ça a érodé la confiance envers le gouvernement. Et juste ça, là, ça me fait dire que la guerre aux drogues qui a commencé sous Nixon, qui a continué sous Reagan, qui a été amplifiée par Bush, qui a été appliquée au Canada par l'administration de Harper, n'a pas donné de résultats satisfaisants. Dans le sens que pendant la même période, l'héroïne et la cocaïne ont baissé de 80% en termes de prix. On ne peut pas juste dire que même s'il y a plus de personnes dans les prisons, c'est un succès, alors que les prix sont aussi bas. Puis, garde, ça, c'est peut-être un hors-sujet, mais maintenant, c'est rendu légalisé. Tu sais, les gens peuvent aller au magasin. Tu veux dire le pot? Le pot. C'est le pot qui est légalisé. Mais, veux pas, qu'en légalisant, tu t'aurais pu dire, OK, peut-être qu'il va... Tu sais, il va peut-être avoir moins sur le marché noir, puis ça va être plus contrôlé. Ça n'a pas fait rien. Ben écoute, c'est drôle, je me suis pas Il y a penché encore là-dessus. beaucoup de monde qui vont sur le marché noir. Je l'ai entendu, ça coûte moins cher. Ben c'est ça. C'était la phrase, ça coûte moins cher. C'est le Mais en problème disant dont on ça parlait coûte plus moins tôt. cher, Le fentanyl est la drogue la arrive moins chère avec en ce plus de moment sur le décès. marché noir. Puis plus une drogue est disponible, plus il y a de morts, puis plus il y a de contagion. Mais la bonne nouvelle, puis ça, je pense qu'il faut que je me concentre sur le côté positif, là, Oui. parce que j'ai l'impression que j'ai critiqué certains programmes en particulier, alors qu'il y a quand même des bonnes nouvelles. 2 bonnes nouvelles, je vais essayer d'en faire 2. En 2024, pour la première fois, En 2024, pour la première fois, depuis le début de l'épidémie des drogues puis des surdoses, le nombre de surdoses a baissé plutôt que de monter. Il y a une exception, puis c'est Québec, où est-ce que ça a augmenté de 30%. Il y a différentes raisons qui sont un peu trop techniques pour que je pense que ça vaille la peine d'en parler. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Le nombre de surdoses n'a pas augmenté. J'en ai parlé à un docteur de l'Alberta. L'Alberta a un programme intéressant qui vise vraiment beaucoup sur l'accès à des lits d'hôpitaux puis au traitement. OK. Pour avoir droit à ça, il faut que tu prennes un traitement antagoniste qui te stabilise, puis après ça, tu peux avoir accès à une chambre d'hôpital, puis tu peux rester là aussi longtemps que tu as besoin de traitement. Eux, ils ont vraiment beaucoup misé dans les lits. Des lits d'hôpitaux, hospitalisation, traitement. Ils n'ont pas décriminalisé du tout. Puis lui, ce qu'il me disait, c'est que une des raisons pour lesquelles il y a moins de surdoses en 2024 qu'en 2023, c'est peut-être parce que les gens, je te jure, c'est horrible, là, il me disait ça, c'est peut-être parce que les gens les plus à risque sont déjà morts. J'ai fait une pause, j'essayais de digérer cette information-là, puis je me disais, je savais pas quoi penser. Vraiment, je me disais, OK, on a échoué comme pays. Les plus à risque sont morts.
J'ai fait une pause de 2-3 secondes. Puis C'est j'ai dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai dit, on le sait pas vraiment. C'est une théorie, il y en a d'autres. Peut-être que les gens ont accès à plus de naxolone, donc c'est moins grave. Peut-être que les différentes provinces qui ont un traitement sont mieux organisées. Il y a mille et un peut-être là-dedans. Mais ouais. sur le coup, j'étais très, très, très choqué. Puis lui, il me disait, c'est pas absolument sûr ce que je te dis. C'est une théorie parmi d'autres. Selon moi, elle est valable. Mais c'est pas le seul facteur. C'est pas le seul facteur parce qu'il n'y a pas une crise des opioïdes au Canada, il y en a plusieurs. Puis dans chaque province, il y a des, il y a des dosages différents dans la drogue qu'on trouve dans la rue. Alors, je t'avais promis 2 bonnes nouvelles. Deuxième bonne nouvelle, le Canada a une douzaine de machines réparties à travers les différentes provinces, dont une à Ottawa, qui Oui. peuvent identifier qu'est-ce qui se trouve dans une dose de quelconque drogue que tu peux trouver dans la rue. Puis ça, c'est pas criminalisant, c'est-à-dire que tu peux entrer là-dedans, montrer ce que tu as là-dedans, puis les gens vont donner une analyse assez Oui. technique. Il y Il y en a a... une à Ottawa, c'est fou raide. Puis à Hall aussi, elle se promène ben, dans Gatineau, là. T'as vu ça, toi? Oui, oui, Une j'ai vu, machine j'ai qui se des... promène. Non, mais je veux dire, c'est comme un petit mini-boss, là, puis à l'intérieur, t'as la machine, puis il se promène dans les centres Oh, ouais. de... Tu sais, des fois, quand il y a des festivals, puis tout ça, comme le festival de Montgolfière, avant Ouais, être ouais, là, puis ouais. les gens, ben, tu sais, faut volontairement qu'ils veulent y aller, puis aller faire analyser leur Ouais, ouais, ouais. question sur eux, tu sais. Puis c'est aussi bon qu'ils se fassent pas arrêter en faisant ça. Ça encourage les autres personnes à aller se faire tester pour savoir s'il n'y a pas un risque qu'il y ait une combinaison vraiment toxique. Tu sais, je pense que informer les toxicomanes, je devrais pas dire toxicomanes, les gens problématiquement dépendants des substances illégales ont tout à gagner à savoir exactement qu'est-ce qui s'apprête à entrer dans leurs veines. C'est comme, t'as bien beau être un consommateur de trucs légaux ou illégaux, tu perds jamais à savoir qu'est-ce que tu t'apprêtes à acheter ou consommer ou mettre dans ton corps. Non. Mais tu sais, ce bidule-là, cette accessibilité-là n'est pas là à chaque fois qu'ils vont en consommer, malheureusement. Non. Puis c'est pour ça que la bonne nouvelle, c'est que on a une douzaine de machines. Différents gouvernements provinciaux ont commandé une nouvelle douzaine de machines. Puis ces Oh! machines-là, là, c'est génial. Moi, ça m'excite. J'essaie de rester optimiste dans cette crise-là. Je me dis, ces machines-là, c'est une technologie de fine pointe. Ça utilise la spectrométrie de masse pour analyser le poids à un niveau extrêmement minuscule OK. des différentes molécules qui se trouvent dans la drogue pour savoir c'est quoi les ratios de différentes drogues qu'il y a dans différentes doses. Et j'ai regardé un reportage de Radio-Canada, puis ça montrait, il y a quelqu'un qui allait se faire tester pour sa dose qu'il avait, puis on injecte ça dans la machine. La machine, elle disait, OK, tu as 16 de fentanyl, tu as 9 de brosamopane, qui est une variante de benzodiazépine. Puis là, ça, c'est dangereux, parce que là, tu as 9 de benzodiazépine, ça se combine mal avec le fentanyl, parce que ça devient résistant au naxolone. Donc, Oui. c'est peut-être une bonne idée que cette personne-là lance ça au vidange. Idéalement, tu aimerais dire à tout le monde, ça serait une bonne idée de lancer ça au vidange. Tu aimerais que tout le monde ait ce réflexe-là, mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas réussi à investiguer plus le traitement puis la prévention, l'habilité d'exposer beaucoup de gens à une bonne compréhension de ce qui s'apprête à se mettre dans leurs veines est déjà un bon pas vers la victoire. Absolument. Puis aussi, c'est que ça lui fait le réaliser, tu sais, la personne qui va aller faire analyser, puis je sais pas, ça sort comme quoi que s'il l'aurait pris, il aurait pu en décéder. Peut-être que ça crée aussi une sorte de réalité, faire comme « Oh shit, Ben là, j'aurais pris ça, j'aurais pu décéder. » Fait qu'il peut avoir aussi cet effet-là de se dire... Parce que souvent, je pense aussi que les gens dans la rue qui vont consommer se disent « Ben, ça m'arrivera pas à moi. » Ça arrive juste un peu aux... Tu sais, ça arrive aux autres, hein, comme notre problème de société, ça arrive juste aux autres, tu sais. Fait ouais. que... Mais de faire analyser, puis je sais pas, ça sort, puis tu sais, sont peut-être plus... Ils peuvent être un peu plus conscientisés. La conscientisation, c'est la clé parce que c'est le facteur de prévention. Tu sais, il y a 4 approches nécessaires dans la guerre aux opioïdes de synthèse. C'est la prévention, c'est la réduction des méfaits, c'est l'application de la loi, puis c'est un approvisionnement plus sécuritaire avant d'avoir trouvé une meilleure solution. C'est ça. Si on fait juste l'approvisionnement sécuritaire, comme ce qui semble être le cas dans certains des programmes, on fait juste retarder à plus tard une surdose. Oui. Si on fait juste appliquer la prévention, ce qu'on fait vraiment pas beaucoup,
on a aussi un problème dans lequel ben, on n'a pas de solution pour quelqu'un qui est maintenant accro parce que ça fait trop longtemps. Faut intégrer ces 4 approches-là ensemble. C'est ça, parce que le niveau d'être accro, c'est aussi une problématique, là, parce qu'il y a des gens qui vont savoir, là, tu sais, la journée de sensibilisation, là, aux drogues, là, qui a eu lieu, puis j'avais été, les gens me le verbalisaient, là, ils savent, sont conscients, il y en a beaucoup, sont conscients des conséquences, ils sont pas capables d'arrêter. Puis là, tu te dirais, moi, qui n'a pas consommé, là, franchement, fait juste arrêter, là, tu sais, comme, c'est quand tellement tu commences, facile de c'est dire quand ça. tu commences, puis tu sais, Ouais. On c'est un s'imagine peu, mal qu'est-ce que tu sais, c'est. c'est un peu comme moi avec mon parcours, tu sais, je suis qui pour juger quand c'est tellement la phrase à dire à tout le monde, ben, fais juste arrêter ou va-t'en de ça si c'est quelqu'un qui vit de la violence, n'importe quoi, mais tu sais, c'est tellement pas ça la réalité d'une personne quand Mais elle est les deux pieds dedans, là, on est arrêter. aussi, je pense, trop exposé à des milliers d'influenceurs qui se concentrent sur le mindset, puis qui nous ont habitués, qui nous ont dit pendant les 10 dernières années que c'est le mindset, c'est dans ta tête, c'est toi qui choisis, c'est toi le boss. On a, je pense, notre propre version canadienne du mythe du rêve américain dans lequel tu peux te réinventer, c'est toi ton boss, c'est toi qui décides, tu peux juste prendre une décision, mais c'est complètement contredit par l'expérience des gens qui prennent des drogues comme le C'est ça, c'est que fentanyl. le mindset, il est complètement changé, là, tu Non. peux pas lui demander Puis ça, c'est ce que j'aime. c'est la chimie dans ta tête, là. Ouais. C'est comme demander à un poisson de marcher. Non, mais tu sais, C'est pas pire. c'est vrai, tu peux pas, ça, tu sais, c'est comme, tu peux pas demander Ouais. à faire un choix quand la personne, Je suis d'accord avec toi. elle est même plus, elle est même plus en son propre contrôle. Je pense que ça, c'est la raison pour laquelle j'aime tellement l'approche albertaine, puis l'approche du Portugal, dont on n'a pas encore parlé. C'est que là-bas, avant tout traitement, premièrement, on maximise les opportunités pour que les gens aient accès à un traitement, puis on leur dit, puis on rend ça accessible. Comme on fait au BC, en Ontario, mais en Alberta, je pense que c'est juste un petit peu mieux intégré. On donne les gens du méthadone. Fait que la priorité, vraiment, là, ce que j'ai compris de mes conversations, c'est la priorité dans le traitement de la crise d'opioïdes en Alberta, c'est on donne de la méthadone aux gens. La méthadone, c'est utilisé aussi pour l'héroïne. C'est un type de médicament qui va stabiliser les humeurs, ça va stabiliser le système mésolimbique. Le système mésolimbique, dans le cerveau, grosso modo, c'est la capitale de la gestion des récompenses. OK. Fait que quand tu fais quelque chose de bien, quand tu fais quelque chose de mal, c'est un système qui s'assure que tu as une récompense appropriée pour ce qui est arrivé pour préserver l'équilibre budgétaire de tes ressources énergétiques. Fait que quand tu es habitué d'avoir des décharges de dopamine extrêmement fortes, ton niveau de référence baisse, baisse, baisse et baisse parce que ton système essaie de compenser le mieux possible, ce qui crée des erreurs. Donc là, il te faut toujours une surcharge plus forte pour remonter la moyenne de ton seuil de référence, ce qui est impossible parce qu'à chaque fois qu'il y a une surcharge plus forte, ça revient plus bas. C'est un grand paradoxe, puis ça, on veut régler ça. La méthadone est très bonne pour recréer l'équilibre dans le système de gestion de récompense. C'est ça. Puis le Portugal fait quelque chose de très similaire. C'est un exemple international. Le Portugal est un pays très conservateur. C'est la dernière place au monde où tu aurais pensé qu'on aurait eu un traitement efficace qui mélange la prévention puis la réduction des méfaits, mais ils ont surtout misé sur le traitement. Puis le Portugal est un pays qui ne se gêne pas pour exercer de la pression sociale pour que les gens qui rentrent dans le programme restent dans le programme. C'est ça. On ne se gêne pas pour faire de la pression pour que des gens qui sont vraiment dans le besoin. Fait qu'ils vont venir mettre un filet de sécurité autour. Il y a un filet de sécurité qui est assez vaste. Le programme, évidemment, est très critiqué au Portugal parce qu'on se dit quand même, du côté conservateur, que, ben écoute, tu finis quand même par encourager des gens qui prennent de la drogue en leur fournissant de la drogue, mais c'est vraiment axé sur la fourniture de médicaments très spéciaux qui sont Pour venir là pour stabiliser la personne, C'est puis après ça. ça, c'est le traitement. Ça peut prendre plusieurs mois. Au BC, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup décriminalisé, mais on n'a pas juste décriminalisé euh, pour, mettons, les opioïdes, on a décriminalisé pour un paquet d'affaires. Puis souvent, ça, c'est associé à des méfaits sur la ville détente.
parce qu'il y a le East Side Vancouver, qui est une ville à tente ouverte, dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de gens pauvres qui vivent un peu en dehors de la loi. Fait que les conservateurs se disent, OK, les sites d'injection supervisés ont directement mené à ça. C'est pas vrai, mais l'association est très réelle. Dès que tu as des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas d'avocat, qui vivent une misère au jour le jour, ils sont vulnérables à des réseaux criminalisés qui vont leur vendre de la drogue, qui vont faire de l'extorsion, qui vont les soumettre à la violence. Mais ça, c'est deux sujets séparés. On a bien critiqué le BC à ce niveau-là, mais il y a eu beaucoup d'études sur ce que Vancouver a fait, sur ce que OnSite a fait, une organisation créée en 2003 pour venir, dans le fond, éliminer les surdoses. Avant, il s'agissait de protéger les sans-abri, puis à un moment donné, ça a évolué vers éliminer les surdoses. Il y a une centaine de journaux, d'articles dans des journaux académiques très sérieux qui ont regardé un peu ça a été quoi l'influence de OnSite, puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça a effectivement un impact positif dans le quartier. Ça attire les gens qui seraient ailleurs puis qui auraient des surdoses ailleurs directement sur le site d'injection. Ça a un taux de succès d'à peu près 100% pour éviter les surdoses pour les gens qui font leur injection sous supervision. Ça réduit aussi le nombre de crimes, de petits crimes dans la région immédiate, dans le quartier où est-ce que se trouvent les sites d'injection. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des sites d'injection. OK. Mais il y a beaucoup de pauvreté à Vancouver. Oui. Fait que les gens se mêlent souvent entre les deux. On se dit, OK, il y a Eastside, il y a des tentes, il y a des gens qui Oui, vivent hors de la c'est ça. loi. On oublie que c'est peut-être parce que le gouvernement du NPD a dit à sa police de pas trop montrer ses muscles dans ce quartier-là, plutôt qu'à cause de l'effet direct des sites de OnSite. Fait qu'il y a des bonnes nouvelles. Moi, j'estime que, grosso modo, il y a de l'espoir même en Ontario. Je pense qu'avec des petites modifications au programme d'approvisionnement sécuritaire, on pourrait réduire les méfaits du système qui est fait pour réduire les méfaits, mais qui les a augmentés. Je pense que l'Alberta a un programme qui vaut la peine qu'on essaye de le répliquer. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Évidemment que c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne chose que le nombre de décès par surdose ait baissé en 2024. J'espère que ça va continuer de baisser. Continue comme ça. Parce que quand on regarde les données en fin 2024, ce qu'on voit, c'est que les opioïdes, les morts par surdose, c'est la première cause de décès pour les gens entre de 15 et 54 ans, ou à peu près. C'est terrible. On n'est pas en guerre. On n'est pas dans une période de disette. On est dans une période d'abondance. Il n'y a aucune raison pourquoi des jeunes personnes meurent en aussi grand nombre alors qu'ils sont relativement en santé sous les mains de trucs de synthèse trop disponibles sur le marché. Ça, c'est mon mot de la fin. Maude, Triste. c'est triste. Il y a de l'espoir, j'espère. J'espère qu'on va avoir d'autres discussions là-dessus. Je pense qu'on prévoit déjà là, un autre podcast sur d'autres sujets qu'on va garder discrets. Mais j'aimerais que notre audience en sache un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu as des événements qui s'en viennent bientôt? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Où est-ce que tu es active? Surtout sur mes réseaux sociaux, Facebook, c'est Maude DG, que les gens peuvent me retrouver. En ce moment, j'ai pas rien qui s'en vient, mais ça va venir sous peu. Ça s'ajoute avec ma mission. On reste à l'affût finalement. Oui. Pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, un grand merci. C'est un sujet épineux, peut-être douloureux, mais c'est un sujet important. Maude, je te remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette aventure. Merci à toi pour l'invitation. Puis merci à ceux qui nous ont suivis. Abonnez-vous, ça va nous aider beaucoup. Donnez-nous des likes, partagez-nous. Mais aussi, on veut créer une mobilisation, on veut passer le mot, on veut éviter qu'il y ait des gens trop jeunes qui soient perdus à cause de drogues non contrôlées, extrêmement dangereuses et toxiques. Fait qu'on accueille des idées, puis d'ici là, encouragez-nous à passer le mot, alors que le temps d'une bière développe sa mission sociale. Là-dessus, je vous dis au prochain épisode, puis c'est le temps d'une bière. Ciao!